Mars 1944, des avions alliés survolent le Vésuve. D'imposantes volutes de cendres s'échappent du cratère jusqu'à 5000 mètres de hauteur. Des coulées de lave envahissent les villages de San Sebastiano et de Massa. Pour les habitants, la peur et la colère s'effacent peu à peu devant l'incompréhension et le fatalisme. Depuis des millénaires, les éruptions volcaniques sont considérées comme l'expression de la colère des dieux. Demeure de Vulcain et d'Héphaïstos, les dieux de l'enfer dans la mythologie gréco-romaine, les volcans deviennent avec le Moyen-Âge chrétien l'antre de Satan. Face au mystère de la nature, la religion apporte ses réponses et le réconfort des saints protecteurs faiseurs de miracles. C'est ainsi qu'au fil des siècles, les longues périodes d'accalmie faisant oublier les éruptions meurtrières, les hommes n'ont cessé de vivre auprès des volcans du sud de l'Italie. Le Vésuve, qui semble dormir d'un profond sommeil depuis sa dernière éruption en 1944, domine Naples et ses faubourgs, soit une agglomération de près de 2 millions d'habitants. Un certain nombre de carrières ont été creusées dans les flancs du volcan. Pour Claudia Principe, volcanologue, elles sont comme un véritable livre ouvert sur l'histoire du Vésuve. En observant cette carrière de bas en haut, on aperçoit des couches de dépôts émis par le volcan sur une période comprise entre 472 et 1822 de notre ère. Les traces de l'éruption de 1822 se situent naturellement dans la partie supérieure. Mais au-delà de l'étude sur le terrain, dans un site comme celui-ci, pour comprendre un volcan, il est aussi très important de rechercher des renseignements dans les récits de certains témoins qui ont vécu à différentes périodes d'activité du volcan. L'addition de ces deux types de données est un moyen formidable pour connaître en profondeur l'histoire du volcan et pour comprendre parfois des phénomènes qui n'ont pas laissé de traces dans la roche, comme par exemple le temps qu'a mis une coulée de lave pour atteindre la mer, à quelle heure précise l'éruption a commencé et à laquelle elle s'est terminée. Tout un ensemble d'informations qui serviront à décrire les modèles physiques de l'éruption. L'image du Vésuve dominant la baie de Naples est devenue aujourd'hui un symbole positif, attirant chaque année des millions de touristes. Les Napolitains, quant à eux, semblent davantage préoccupés par les encombrements qui asphyxient le centre-ville que par l'éventualité d'une nouvelle éruption. Cette même insouciance prévalait peut-être déjà il y a quelques millénaires. À quelques kilomètres de Naples, à Nola, l'archéologue Claude Albore Livadi a mis à jour un ensemble d'habitations datant de l'âge du bronze. Unissant leurs efforts, l'archéologue et la volcanologue tentent d'expliquer ce qui s'est passé ici. La région était occupée par un grand nombre de petites communautés agricoles quand survint, en 1800 avant Jésus-Christ, la très violente éruption dite des Ponces d'Avellino. Une importante coulée de boue magmatique envahit le village, figeant dans un moulage naturel toutes sortes d'objets, ainsi que pour la première fois la forme de l'habitat de cette époque.
Bien, non, là, nous avons pour le moment seulement 3 maisons dans ce secteur de 1500 m² et nous avons surtout des enclos pour les animaux et une aire de battage. Nous avons le blé ou les épis de blé, d'orge, encore dans les vases. Nous avons des détails tout à fait particuliers. Par exemple, nous avons trouvé un certain nombre de chèvres, 9 chèvres exactement, qui étaient enfermées dans une cage. Et ces chèvres étaient prêtes à mettre bas, donc elles n'étaient pas transportables. Un chien, par exemple, qui s'était caché à l'intérieur de la maison a été retrouvé, il s'était caché et bon, il est mort justement asphyxié parce qu'il n'avait pas eu le désir de suivre ses maîtres. Et là aussi, nous avons des situations fossilisées extrêmement intéressantes. On ne peut pas dire que c'est depuis la nuit des temps que les hommes habitent autour du Vésuve parce que nous n'avons pas vraiment les éléments. Mais il faudrait fouiller de façon très profonde, aller voir au-dessous justement d'autres éruptions, des éruptions des Champfleugrins, l'éruption du tuf gris ou du tuf jaune napolitain qui recouvre sur des centaines de mètres toute la plaine. Et là peut-être nous trouverions justement des signes d'une précédente occupation de l'époque du Paléolithique supérieur en particulier et d'époques un peu plus récentes. Ces éruptions ont eu lieu entre 35 000 et 15 000 il y a 15 000 ans. Les hommes de Nola, les Romains de Pompéi ou les Napolitains du XVIIe siècle, pourtant séparés par le temps, ont en commun d'avoir eu recours aux seules croyances pour expliquer les colères du Vésuve. Si l'on accepte Empédocle, qui dès le IVe siècle avant Jésus-Christ pense que les volcans sont directement reliés au centre de la Terre, théâtre d'une intense activité magmatique. Durant des siècles, les hypothèses les plus invraisemblables sont avancées pour expliquer les éruptions, l'émission des gaz ou bien encore les coulées de lave. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que se dessine une véritable approche scientifique. Ainsi, c'est sur les pentes du Vésuve que voit le jour en 1845 le premier observatoire volcanologique du monde. L'élégant bâtiment néoclassique abrite aujourd'hui un musée entièrement consacré à l'histoire de l'observation du Vésuve. L'absence d'explications scientifiques a longtemps laissé le champ libre aux légendes et aux croyances, comme celle qui lie les Napolitains à San Gennaro. L'histoire de San Gennaro, en tant que saint protecteur de Naples contre le Vésuve, commence bien avant l'éruption de 1631. Déjà lors de l'éruption de 472, qui fut l'une des plus importantes de l'époque historique, on raconte que la lave s'est arrêtée le jour même où avait lieu une procession en l'honneur de San Gennaro. À la suite de l'éruption de 1631, les belles demeures situées entre Naples et Pompéi furent décorées de sculptures représentant San Gennaro. L'image du saint ornait la façade des maisons orientées vers le Vésuve, comme pour les protéger de la colère du volcan, ainsi qu'il l'avait fait à 2 reprises au cours de la longue histoire unissant la ville et le volcan. Respect d'une tradition populaire pour les uns, véritable ferveur religieuse pour les autres, la dévotion à San Gennaro, Saint Janvier, est ravivée chaque année au mois de mai. Au cours d'une procession partant du Duomo de Naples, on exhibe aux fidèles une statue du saint et surtout une ampoule contenant le sang de San Gennaro. Quand le sang se liquéfie, la ville est alors protégée de la colère du Vésuve.
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio Maria, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Au-delà des superstitions qui prennent leur source dans certaines éruptions particulièrement meurtrières du passé, les Napolitains ont-ils véritablement peur du Vésuve? La peur, elle est toujours là. Un géant de cette importance-là fait toujours peur, même si ça fait des années qu'il ne s'est pas réveillé. Espérons qu'il continue à dormir le plus longtemps possible. Moi, j'habite juste en dessous du Vésuve, mais je n'ai pas peur parce que je suis né là-bas. Quand on grandit avec lui et qu'on a toujours vécu avec lui, alors on s'habitue. Il est certain que s'il y avait un meilleur plan d'évacuation, alors on serait un peu plus tranquille. Au début de notre ère, la cité de Pompéi est florissante. Protégée par Bacchus, les vignes couvrent alors la campagne que domine la silhouette familière du Vésuve. Un site de rêve jusqu'à ces jours de l'an 79 avant Jésus-Christ, quand le volcan se déchaîne, comme le raconte Pline le Jeune. Pendant de nombreux jours, un tremblement de terre avait précédé. Il était effrayant. En compagnie, on en avait l'habitude. Mais cette nuit, il avait déjà une telle puissance qu'on croyait non pas que tout était bouleversé, mais retourné. Ensuite, nous voyons la mer s'absorber en elle-même et, pour ainsi dire, repoussée par le tremblement de terre. De l'autre côté, un nuage noir et terrifiant s'ouvrait en de longues formes de flammes, rompues par les allées et venues tordues et oscillantes du souffle du feu. Tu aurais pu entendre les cris perçants des femmes, les appels au secours des enfants, les cris des hommes. Les uns recherchaient en criant des parents, d'autres leurs enfants, d'autres encore leurs conjoints, et tentaient de les reconnaître à la voix. Pompei è a pochissima distanza dal Vesuvio. Tra noi e il vulcano ci sono Pompéi se situe très près du Vésuve. La distance d'ici au volcan est de 7 ou 8 km, dans le sens des vents dominants. Pendant une éruption, les sables et les cendres qui émanent du cratère sont happés et puis transportés par ces vents. Or, Pompéi est situé exactement dans l'axe où les vents possèdent leur force maximale. En fait, ce qui a tué les gens et détruit les édifices, ce sont les gaz pyroclastiques, c'est-à-dire des gaz qui ont traversé la zone au ras du sol à grande vitesse et à très haute température. Les gens sont morts asphyxiés. Les murs se sont écroulés au passage de ces gaz à la force phénoménale. Pour moi qui suis volcanologue, Pompéi représente un élément clé pour étudier l'interaction entre les volcans et la vie de l'homme, ou l'influence de l'activité volcanique sur la vie quotidienne.
La vie s'est arrêtée ici, mais seulement pour un temps. Ensuite, elle reprend, jusqu'à la prochaine éruption. Tout s'arrête à nouveau avant de recommencer, et ainsi de suite depuis toujours. Longeant une dernière fois le Vésuve, nous quittons Naples et nous mettons le cap au sud en direction des îles Éoliennes. Première escale au cœur de cet archipel de 7 îles volcans, Vulcano. Après une nuit de navigation, nous arrivons en vue de Vulcano, que domine l'imposante silhouette du grand cratère. Nous jetons l'ancre devant Porto Levante, le seul port de l'île. En dehors de quelques navires de croisière qui font escale durant le printemps et l'été, seuls les ferries et depuis quelques années les aliscafs, bateaux plus petits mais beaucoup plus rapides, assurent la liaison entre Vulcano, la Sicile et les autres îles de l'archipel. Cet isolement relatif a d'une certaine façon permis aux 500 habitants de l'île de préserver une certaine tranquillité. Vulcano ne possède pour le moment du moins aucune structure hôtelière capable d'accueillir un tourisme de masse. Si certains voyageurs profitent des bains de boue ou des sources d'eau chaude se jetant dans la mer, la plupart d'entre eux viennent ici pour découvrir avant tout le volcan de la mythologie. Durant toute l'Antiquité, Vulcano n'a jamais été habité. C'était une île sacrée, dédiée au dieu Héphaïstos par les Grecs et ensuite au dieu Vulcain par les Romains. Parce que durant ces époques lointaines, le volcan qui se trouve là derrière nous était très actif, d'une activité explosive, très spectaculaire, bien connue et redoutée par tous les navigateurs. C'était donc une île sacrée. Alors si on se demande pourquoi l'île est restée inhabitée au Moyen-Âge, eh bien, c'est parce qu'elle était considérée comme l'une des portes de l'enfer. La dernière période éruptive de Vulcano remonte à 1888. Pendant 2 ans, le grand cratère produit des explosions d'une violence extrême, au cours desquelles il rejette sur ses flancs d'impressionnantes bombes de lave craquelées, surnommées « croûtes de pain ». Depuis cette date, le volcan est endormi. Certains experts craignent cependant que Vulcano ne soit qu'assoupi.
En attendant, chaque jour, des marcheurs courageux prennent le sentier qui, au travers de ravines et de champs de scories, conduit jusqu'au bord du cratère. La fumée qui s'échappe du cône de la fossa, le surnom du grand cratère, témoigne bien que le volcan est toujours actif. Sur la partie nord de la bouche du cratère, des émanations de fumerolles trahissent la présence de cristallisations sulfureuses. D'un jaune étincelant, ces blocs de soufre dégagent une vapeur chargée d'un gaz irritant et étouffant. Chaque fin de journée, l'arrivée du ferry reliant la Sicile à Naples anime le quai de Porto Levante. En compagnie de quelques touristes et surtout d'insulaires, nous embarquons afin de poursuivre notre découverte des îles éoliennes. Au cours de ce voyage de quelques heures, nous allons découvrir dans la lumière du soleil couchant les rivages de Lipari et de Panarea avant d'atteindre notre prochaine escale, Stromboli. Célèbre pour ses explosions incandescentes qui lui ont valu le surnom de phare de la mer Tyrrhénienne, le Stromboli, quand il nous apparaît, émergeant des flots, est d'un calme impressionnant. Mais le calme n'est qu'apparent. Raz-de-marée, explosions violentes, écoulement de lave, l'activité du Stromboli durant les mois précédant notre arrivée justifie pleinement sa réputation et la surveillance quotidienne dont il est l'objet. Le Stromboli est un volcan qui naît sous la mer, à 1500 mètres de profondeur. Si l'on ajoute à la partie sous-marine la partie émergée de la structure volcanique, il atteint 2500 mètres. C'est une masse considérable qui en fait l'un des volcans les plus importants. Le Stromboli, c'est vraiment tout le contraire d'un volcan secondaire.
Suivant nos guides, nous commençons l'ascension vers le cratère d'où s'échappe un imposant panache de fumée. Le Stromboli culmine à 924 mètres, mais par sécurité, il est désormais interdit d'accéder au sommet. Qu'importe, le spectacle est magnifique. Chaque mètre parcouru ouvre un nouveau panorama, un autre point de vue sur la mer et sur la Sciara del Fuoco. Les blocs de lave, échappés des bouches du cratère, dévalent en rebondissant le long de cette pente rectiligne avant de plonger dans la mer. Stromboli è un vulcano assolutamente speciale. Le Stromboli est un volcan très particulier du fait de son activité régulière. Le risque qu'il peut y avoir de vivre à Stromboli n'est pas plus grand que celui de prendre sa voiture et de rouler sur l'autoroute. Devant cette question, tous les stromboliens réagissent de la sorte, ce qui veut dire que vivre à Stromboli n'est pas plus dangereux que de vivre à Milan, à Paris ou à Londres. Et les gens qui vivent ici le font en pleine conscience. Des maisons blanches bordant des ruelles si étroites que seuls les scooters peuvent s'y faufiler. Skari, comme les autres villages de l'île, dégage une incroyable impression de tranquillité et de paix. Vivre coincé entre mer et volcan ne semble pas troubler outre mesure les habitants de l'île, et encore moins Gaetano. C'est bien d'avoir des touristes. C'est une bonne chose parce que le tourisme, ça nous fait vivre. Ils sont les bienvenus, mais il faut que ces gens-là respectent l'île, la nature. Parce que si c'est pour venir et repartir au bout de 2 heures, alors ça n'a pas de sens. Le Stromboli mérite mieux que ça. Regardez comme il est beau. La pêche, ce n'est pas qu'un travail, c'est avant tout une tradition. C'est une tradition et une émotion. Je vis toutes sortes de choses, même des moments pleins de dangers quand parfois la mer est déchaînée. C'est l'émotion de la pêche, avec des moments surprenants. Tout d'un coup, des dauphins qui passent, ces choses-là, c'est incroyable. La mer, on la connaît mieux que le volcan. On le connaît aussi, le volcan. On n'est pas des scientifiques, mais on sait comment on doit se comporter avec le Stromboli.
Il faut le respecter, ne pas trop s'approcher. Ça peut être dangereux. Surtout là-haut, sur la montagne. Ça peut être très dangereux. Mais ici, non, il n'y a pas de danger pour le village. On est tranquille. On dort tranquille. Après une nouvelle nuit de navigation, nous arrivons à Catane, la grande ville de l'Est sicilien, dominée par l'Etna. Avec ses 25 000 km², ses 5 millions d'habitants, la Sicile n'a rien de commun avec Vulcano ou Stromboli. Cependant, la personnalité de l'Etna, probablement le volcan le plus actif au monde, est telle qu'il marque de son empreinte toute l'île, à commencer par Catane, qui, dit-on, tremble chaque fois que l'Etna éternue. Les destinées de Catane sont liées aux humeurs du volcan. Cité baroque ornée d'églises et de palais, son ordonnancement rappelle qu'en 1669, plus de la moitié de la ville fut ensevelie lors d'une terrible éruption de l'Etna. Les principaux édifices de Catane, notamment le Duomo, ont donc été construits après la catastrophe. Fantaisie de Vaccarini, l'architecte qui dirigea la reconstruction de la ville, au milieu de la Piazza del Duomo, entouré de magnifiques palais, trône Diotru, un éléphanteau devenu l'énigmatique symbole de la ville. La véritable symbolique de cette statue tient plutôt au fait qu'elle a été sculptée dans de la pierre de lave provenant de l'Etna. L'Etna, c'est quelque chose de vivant en fait, c'est la vie de la Terre, c'est cette lave qui est à l'intérieur du globe et qui de temps en temps parvient en surface, et en particulier sur l'Etna qui est le volcan actuellement le plus actif d'Europe et probablement aussi le plus actif du monde. On a des explosions, des champignons de cendres qui montent à des kilomètres de haut, qui parfois comme cet hiver ont arrosé toute la région, y compris l'aéroport de Catane qui a été fermé pendant une grande partie du temps. Et puis il y a ces coulées de lave, là, cette lave qui sort, qui se gonfle, qui souffle en laissant échapper ces gaz, c'est quelque chose de vraiment très fascinant. L'Etna a commencé à se développer il y a 500 000 ans. Et c'est seulement il y a en gros 250 000 ans que le volcanisme s'est centré, s'est organisé en quelque sorte pour créer un premier grand volcan qui était donc juste à l'aplomb de cette dépression de la vallée d'Elbov, et là qui résulte en partie de la destruction de cet ancien volcan, de cette série d'anciens volcans, parce qu'il y en a eu, plusieurs, il y en a eu peut-être une demi-douzaine. Les premiers témoignages historiques, ils datent d'environ 2500 ans. Diodore de Sicile écrit par exemple que au temps des Sicanes, qui était une peuplade qui vivait il y a un peu plus de 3000 ans,
eh bien, se sont produites des éruptions tellement violentes que ces premiers habitants étaient obligés d'émigrer vers l'ouest de la Sicile. Alors c'est certainement des éruptions très explosives, peut-être les dernières phases de formation de la vallée d'Elbove. De toutes les éruptions historiques de l'Etna, celle de 1669 reste la plus marquante. Des témoins de l'époque évoquent la catastrophe en ces termes. Le 23 avril, vers 2 heures de nuit, le grand fleuve ardent commença à pénétrer dans la mer. Les hautes murailles de Catane résistaient au courant de rocs fondus, mais cet obstacle ne réussit qu'à le faire gonfler peu à peu, au point que son poids eut bientôt raison de la solidité des murs. La vue terrible de ce torrent de feu qui débouchait dans la partie haute de la cité faisait croire qu'il allait bientôt l'inonder tout entière. Les millions de tonnes de matière produites par l'Etna au cours des siècles ont modifié le paysage, fertilisé la terre ou servi à la construction des maisons. Des artistes anonymes ont même travaillé la lave pour donner naissance à ces étranges créatures qui ornent aujourd'hui encore les façades de certaines demeures. Licciardello est probablement l'héritier de cette tradition. Pour réaliser mes sculptures, j'utilise le basalte du Monte Gibello. C'est une pierre formidable, magique, qui me donne toujours une grande satisfaction. Elle permet un modelage plastique qui convient à mon style de sculpture. Je ne sais pas pourquoi, mais j'éprouve toujours une sorte d'étrange fascination, une sorte de magnétisme extraordinaire qui m'attire vers cette pierre. L'aspect que je donne à la pierre, je dois aller le chercher dans les contorsions de la coulée, dans ce magma qui bouge, qui s'entortille, et qui fait comme toute une série de mouvements et crée des veines semblables à celles du bois. Mais si elles ne sont pas visibles, je les sens à travers mon outil de travail. Il faut respecter le mouvement contenu dans la matière. Tous les matins, j'ouvre la porte de ma chambre, je le regarde et je vois ce panache de fumée. Alors je me dis, la journée sera bonne, l'Etna est tranquille, on peut les travailler tranquillement. Si le spectacle de la fumée s'échappant du cratère de l'Etna rassure Licciardello, un certain nombre d'autres signes témoignent des mouvements d'humeur du volcan. Un peu partout, au travers de la campagne qui entoure le volcan, fleurissent de petites chapelles. Élevées après certaines éruptions de l'Etna,
elles sont autant de signes de reconnaissance et de remerciement envers Dieu ou certains de ses saints. Dans la région de Trecastagni, c'est Sant'Alfio que l'on vénère. Tous ces villages sont attachés au culte de Sant'Alfio. De nombreux villages adorent Sant'Alfio, Adrano, Acireale, Zafferana, Milo. Pourquoi? Parce que dans les moments de plus grand danger, les habitants de ces villages ont invoqué ce saint pour les protéger. La religiosité n'est pas le fait du volcan. Les phénomènes naturels incitent le peuple à plus de religiosité. Ça la facilite, ça la stimule. Mais en réalité, la religiosité naît dans l'esprit du peuple. Il est évident que dans cette région où l'Etna constitue un danger permanent, le peuple ressent le besoin de se tourner vers les divinités. Tout comme les habitants des villes côtières peuvent avoir une religiosité liée aux dangers de la mer. Chaque mois de mai, Trecastagni fête son saint patron. Les rues de la ville s'illuminent alors pour accueillir dans une ambiance de fête foraine les pèlerins arrivant de Catane au terme d'une nuit entière de marche. Un trajet épuisant qu'ils achèvent en rampant dans l'église consacrée à Sant'Alfio. L'un des temps forts de la semaine, c'est la procession. Un cortège hétéroclite où se mêlent ecclésiastiques, associations diverses, fanfares, chants religieux et feux d'artifice. Un spectacle unique qu'aurait pu rêver Federico Fellini. Aujourd'hui encore, les Siciliens de la province de Catane savent que l'Etna est toujours dangereux, que ses éruptions peuvent être dévastatrices. Ce qu'ils savent également, c'est qu'ils lui doivent la richesse de la terre et des récoltes de fruits magnifiques comme les citrons que Rosario soigne avec amour.
L'Etna a donné de grandes richesses à notre région, de grandes ressources, la richesse touristique et surtout la richesse de la terre, parce que l'activité presque constante de l'Etna produit un sable volcanique qui se dépose sur le sol et nourrit nos terres. Le citron trouve ici son habitat préféré, précisément à cause de cette terre fertile, et aussi parce qu'il n'y a pas de choc thermique. La température ne descend pas souvent en dessous de 0. Elle se situe en général autour de 2 degrés. Si ça tombe en dessous de 0 degrés, les citrons souffrent énormément. Au cours de sa longue vie, plusieurs fois millénaire, la silhouette de l'Etna n'a cessé d'évoluer au gré des éruptions. Chaque fois, de nouveaux cratères s'ouvrent sur ses flancs là où on ne les attend pas. Les éruptions du début des années 2000 constituent la dernière touche à ce chef-d'œuvre en création perpétuelle. En juillet 2001, une fissure après de plusieurs éruptions explosives du cratère sud-est. Le cratère sud-est, c'est ce cône ébréché le plus haut, là qu'on voit sur la droite, qui est presque à 3300 mètres d'altitude. Et la fissure est descendue progressivement presque jusqu'à Sapienza, à 2000 mètres d'altitude, donc totalisant un parcours d'environ 5 km. Et on avait encore 2 km de fissure sur l'autre versant, parce qu'en même temps, le volcan s'est ouvert de l'autre côté vers le nord-est. À la sortie à sa source, en quelque sorte, la lave peut couler à des vitesses assez effrayantes. Sur l'Etna, on a enregistré au maximum de l'ordre de 30 à 35 km/h. À peine arrivée en surface, la lave se refroidit, elle se couvre d'une carapace, d'une croûte de roche en formation, et cette croûte plus visqueuse que l'intérieur ralentit sa progression. Et on arrive assez rapidement à des vitesses qui ne dépassent plus, qui sont de l'ordre de quelques mètres par heure. C'est à cette vitesse, inexorablement, que lors de l'éruption de 2001, une coulée de lave a failli emporter la gare du téléphérique. Jour et nuit, les sauveteurs ont creusé à l'aide d'engins mécaniques pour bâtir un mur de terre suffisamment haut et solide afin de détourner la coulée dans une autre direction. L'éruption terminée,
on a envisagé un moment la reconstruction du téléphérique dont les pylônes avaient été emportés par les coulées de lave. Mais à l'automne 2002, le volcan entame une nouvelle période éruptive. Une fois encore, les caprices de l'Etna ont contrarié les projets des hommes. Aujourd'hui, c'est à bord de véhicules tout-terrain que l'on peut accéder aux pentes de l'Etna en empruntant une piste tracée dans les derniers champs de lave. Les colères du volcan sont imprévisibles. Mais quelle que soit leur violence, une éruption de l'Etna constitue toujours un incroyable spectacle dont on ne se lasse jamais. Au début, il y a eu ces gros panaches de cendres, c'est ce qu'on appelle des fontaines de lave, c'est plutôt des jaillissements intermittents de lave qui montaient qui partaient comme des fusées, vraiment c'était très spectaculaire. Et vers la mi-novembre, je crois que c'est le 13 novembre exactement, l'activité explosive a changé d'aspect. Au lieu des volutes de gaz chargés de cendres, on a eu des explosions qu'on appelle stromboliennes, qui sont en fait ces gerbes de projectiles incandescents, qui sont des morceaux de lave incandescente projetés, et cette activité est devenue moins violente. Et alors, le fait que le magma n'était pas projeté dans les airs, il a pu monter dans le conduit et il a commencé à donner une coulée de lave à la base de ce cône. Une première coulée, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et ça a continué comme ça, avec des intermittences, ça a continué pendant 2 mois pratiquement.